Merci Madame Denise de Rosparter pour ce témoignage émouvant. Je crois que l'auditoire vous avez touché son cœur. C'est toujours, je crois, une action salutaire de votre part. Et je crois que nous tous, nous enrichissons à entendre de votre bouche ce qui est dit, ce qui a été fait. Et cela prend toujours une ampleur différente que de le lire dans les livres. Et je crois que voilà, c'était... Et je voudrais rendre hommage à mes camarades qui ne sont plus et qui ont aussi œuvré pour la mémoire de la Shoah, et Henriette Cohen qui est représentée ici par sa famille. Il y a malheureusement Flora Eskenazi qui est aussi représentée, je crois, par ses neveux et qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Et puis mon ami Maud, qui était mon inséparable, et tant d'autres que je ne veux pas oublier et qui sont restés dans mon cœur. Merci. Merci à vous. Je tenais à souligner aussi le courage particulier dont vous avez fait preuve à la fois pendant ces années terribles, mais aussi depuis que vous avez mis en place cette nécessité du témoignage et que vous donnez un petit peu au public pour transmettre toutes ces atrocités. La transmission de votre témoignage permet d'ouvrir les consciences. En cela, il est nécessaire et il est indispensable. Je suis persuadé que l'auditoire et le public ici présent en aura été sensible. Mesdames, Messieurs, la parole circule, comme on dit par chez nous. Vous pouvez donc vous exprimer sans problème pour témoigner votre sentiment ou poser des questions à Madame Denise de Rosparter. Je vous rappelle que vous ne serez pas filmé, mais par contre la prise son est toujours active, donc je voulais vous en avertir. Notre ami Rémi Sebat et André Chatron-Collier donc vont se balader avec le micro pour vous donner la parole. Et je tenais à rendre hommage à donc Rémi Sebat qui est sur la gauche et qui a pu permettre la venue de Madame Denise de Rosparter. Bonjour Madame, je m'appelle Jean-Claude Le Gall, je suis un sociologue, mais on a du mal à parler derrière vous, Madame. Moi, j'éprouve beaucoup de respect et d'admiration pour cette force vitale que vous avez. Et tout à l'heure, à côté de moi, on vous regardait passer. Et quand vous êtes passé, il y a eu deux choses qui nous ont frappés. D'abord, cette énergie positive qu'on a sentie. Comme ça. Et puis, ma voisine m'a dit, qu'est-ce qu'elle est souriante. Et je me suis dit, au fond, votre réponse à la violence, c'est de sourire. Et ça, je trouve que c'est beau. Alors, ma question, pardonnez-moi si j'ai été long, ma question est la suivante. Vous avez connu la violence, et on connaît la violence de nos jours également. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour ne pas être dans la vengeance et si vous avez réussi à pardonner, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que ce sont des valeurs spirituelles, religieuses, éthiques? Voilà. Quel est votre rapport à la vengeance et au pardon? Oublier, on ne peut pas. Pardonner, c'est difficile. Par contre, il y a des catégories actuellement d'Allemands, et ce qui a été le cas il y a à peu près, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans, il y avait une association protestante à Aix-en-Provence qui recevait des jeunes Allemands de 17 à 25 ans et qui m'ont demandé si je voulais venir pour leur parler. Et effectivement, je suis allée avec Flora, je crois, qui est représentée ici, et nous avons eu affaire à une quinzaine de jeunes étudiants de 17 à 25 ans et qui nous ont posé des questions
et qui ont découvert ce qu'avait été le nazisme et ce qu'avait été la solution finale. Parce que chez eux, il y avait bien les photos de leur grand-père qui était en costume de la Wehrmacht, qui était encadré. On leur parlait de tout ce qui était héroïque, mais on leur a pas parlé des exactions qu'ils ont commis contre les juifs, contre les tziganes, contre les antifascistes, contre les francs-maçons, etc., etc. Et pour eux, ils découvraient ça. Et c'était des jeunes, c'était la jeune génération. Mais c'était bien qu'ils le sachent. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Une seconde demande de parole. Bonjour madame, Bonjour. je vous rends hommage. Je vous ai déjà vu parce que je fais partie de MVR. De là? MVR, Mouvement pour la mémoire vive de la résistance. Ah, d'accord. Voilà. Et vous étiez venu Oui. témoigner. Et ce travail de transmission et de mémoire, on le fait aussi, à part qu'il y a eu le Covid, entre-temps. Oui. Donc c'était difficile d'aller dans les lycées pour parler. Ce qui fait partie aussi de notre travail. Alors moi, en terminale, là aussi, j'étais aussi au lycée Montgrand, voilà, qui était un lycée de jeunes filles. J'ai eu un professeur d'histoire extraordinaire qui m'a lancé dans le bain. Qui s'appelait Oh, je ne sais plus son nom. Madame Cherpin? Je crois. Et elle m'a dit, je voudrais que tu fasses un exposé sur les expériences qui ont été faites sur les enfants à Auschwitz et sur le procès de Nuremberg. Ça a duré 3 heures. Je peux vous dire que la classe est sortie en larmes. Ça a été atroce pour moi de me plonger là-dedans. La classe est sortie en larmes et on a demandé à faire une récréation. Et ensuite, elle m'a demandé de présenter le concours général d'histoire sur la résistance. Voilà. Donc j'ai été jetée dans ce bain. Et il y a quelques années, mon obédience, la Grande Loge féminine de France, fêtait ses 70 ans. Donc, on a décidé de travailler sur les résistantes dans le sud et en Corse. Et je me suis occupée de la Corse, puisque par ma grand-mère, je suis corse. Et je ne sais pas si vous le savez, je pense, en 2016, il y a une journaliste corse qui s'appelle Jackie Poggioli, qui a fait un documentaire de 90 minutes qui a été projeté à l'Assemblée nationale sur toutes ces résistances corses dont on ne connaît personne à part Daniel Casanova, qu'on prend souvent pour un bateau. Et personne d'autre n'a vu ce film. Et il n'y a eu aucun commentaire dans les journaux français. Donc moi, je l'ai eu par la Corse et les journaux corses. Suite à ça, j'ai pris contact avec le camp d'Émile. Et nous avions pour projet qu'elle vienne, cette journaliste, pour projeter ces 90 minutes de film, parce qu'il y a eu des femmes extraordinaires dans la résistance corse, et qui sont mortes à Auschwitz, hein, dont Daniel Casanova, et de Peretti, qui était une femme médecin qui avait un statut à part parce qu'elle était médecin, mais qui est rentrée dans la chambre à gaz pour accompagner quelqu'un qu'elle ne voulait pas laisser. Voilà. Et je me dis, madame, vous qui avez cette force de vie et de transmission, est-ce qu'on ne pourrait pas, après cette période hallucinante là qu'on a vécue et qui n'est peut-être pas finie, organiser quelque chose comme ça? C'est-à-dire projeter ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et que jamais personne n'a vu. Ces oubliés de l'histoire. Voilà. Il faut voir le directeur. C'est avec... Oui, c'est voilà. Avec le directeur. J'avais pris contact à l'époque avec le camp d'Émile. On m'avait dit qu'il y avait un auditorium, que c'était possible, mais il y a eu cette période difficile. Je pense qu'il y aura monsieur Sadoul, qui est directeur du camp d'Émile, qui va en parler et qui est vraiment, comment dirais-je, qui est l'historique de tous les engrenages qui ont amené à la solution finale. Et si vous n'êtes pas jamais allé au mémorial du camp d'Émile, je vous invite à le faire parce que
vraiment, ce n'est pas seulement la solution finale des Juifs, mais aussi l'engrenage qui s'est fait pour les tziganes, les francs-maçons, les antifascistes. Vous en sortez vraiment tout à fait édifié sur ce qui s'est passé pendant la guerre, pour les différentes catégories de gens, aussi bien les résistants que ceux qui ont été persécutés. Est-ce que je pourrais vous poser une question, madame? Excusez-moi. Oui. J'ai pas été dans les camps de concentration, donc c'est difficile. Mais j'ai eu des témoignages disant que ce qui avait permis à certains de survivre, c'était le contact et la solidarité qu'il y avait pu y avoir peut-être entre certains. Et le fait que certains se répétaient des textes, une certaine force de l'esprit. Alors je ne sais pas. Je vous demande, vous. La solidarité, c'était surtout les déportés résistants qui pouvaient organiser une solidarité parce que ils étaient quand même moins voués à la chambre à gaz que les Juifs. Mais solidarité, moi je vais dire que solidarité, on partageait le pain, ou on vendait le pain pour avoir une dose de mitigal, parce qu'on avait la gale, et que si on avait la gale et qu'on allait dans les appels du matin ou du soir et qu'on nous trouvait avec de la gale dessus, on était voué à la chambre à gaz. Par contre, solidarité, il y avait une solidarité avec des personnes, moi c'était Maud, mon ami, mais où on disait, si on s'en sort, on fera ça, on fera ça. Et puis la solidarité, c'était la bouffe. C'était un soir de Noël, il y avait des déportés polonaises. C'était des déportés, parce que les Allemands avaient envahi la Pologne et qu'il y avait des personnes qui en faisaient partie et qui ont été déportées, mais qui recevaient des colis quand même de la part de leur famille ou de leurs amis. Et un soir où elles recevaient des colis, nous avons imaginé un réveillon avec mes camarades. Alors on a dit, comment on va être habillés? On va être habillés, moi je serai en tulle rose et toi tu seras en soie beige, etc., etc. Et qui on va avoir comme chevalier servant? On va avoir Tyrone Power, on va avoir Clark Gable, on va avoir... Et qu'est-ce qu'on va manger? On va manger du foie gras, on va manger une poulet rôti, et nous avons réveillonné comme ça, par l'imagination. Et on a passé le Noël avec les Polonaises qui se goinfraient, et nous, ça a été par l'imagination. Mais nous avons passé le soir de Noël quand même. Il y avait une autre question qui était posée, je pense, de votre part. Non? Bonjour, Marc Ohana. Marc Ohana. Ohana. C'est une affaire de mémoire. Tout d'abord, bien sûr, ma gratitude et mon admiration pour le témoignage que vous avez porté jusqu'à nous. Je ne vois pas ce monsieur. Il est où? Ah, là. Oui, excusez-moi. Et je voulais juste déborder, j'espère que je ne déborderai pas trop, sur une affaire de mémoire aussi et d'oubli. C'est-à-dire seuls des camps de concentration, parce qu'on peut employer ce mot, des camps d'internement et de travail, qui ont existé en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, et qui ont été nombreux, je crois qu'on en a dénombré presque 125, et qui ont été quand même employés, où beaucoup de gens sont morts, dont on parle en fait très peu. Bon, c'est vrai que ils sont maintenant dans un endroit où ils sont oubliés, voire détruits, où ils ont disparu, et également en me fondant sur le témoignage de Sidney Chouraki, qui passe directement de 1940 au moment des lois antisémites de Vichy,
au fait qu'il soit ensuite dans l'armée de Leclerc. Et entre-temps, il se déroule quand même quelque chose de très important, c'est le débarquement allié en Afrique du Nord, qui va en fait libérer les 3 départements français, les 3 premiers départements français, et pour lesquels il y a eu une importance très grande de gens qui ont appelé ça par la suite un putsch, et qui concernait à la fois des gens qui étaient des résistants, des juifs, des pas juifs, et qui ont, avec quelques officiers de l'armée française, paralysé totalement tout le dispositif vichiste en Algérie, à Alger notamment, tout au moins, parce que ça ne s'est pas passé comme ça à Casablanca. Et de ce fait, ayant paralysé donc tout ce dispositif vichiste et capturé Juin et Darlan à ce moment-là, ont permis aux Américains de prendre pratiquement, avec aucun mort, ou très très peu, le pouvoir en Algérie, libérer donc ces 3 premiers départements français. On parle à peu près, puisqu'on vient de passer le 8 novembre 1942, le 8 novembre 2021, on a fort peu parlé de ce débarquement, et donc cette espèce de trou de mémoire, si on peut dire, qui n'est pas total, mais presque total, si on peut appeler tous les gens qui ont des souvenirs de cette période à pouvoir les rapporter, les consigner, je pense que ce serait aussi un moment de mémoire important pour compléter justement les gens qui, comme vous, ont rapporté des choses qui sont absolument nécessaires à la continuation de, j'allais dire, de notre vue des choses. Merci. Oui, donc je suis Oui, ça marche, on vous entend. Robert Inquerini, donc je suis historien, je suis professeur d'histoire à l'université et j'ai travaillé beaucoup avec l'amicale des déportés d'Auschwitz et d'autres Silésie, et en particulier avec Denise, depuis 30 ans. Donc nous travaillons ensemble depuis le premier ouvrage que nous avons fait, Marseille, Vichy et les nazis, qui comporte des analyses historiques, mais aussi beaucoup de témoignages. Et comme nous avons reçu encore, après ce livre, énormément de témoignages, nous avons fait un second, qui s'appelle Provence-Auschwitz. Le premier était centré surtout sur les déportations du Vieux-Port, mais pas exclusivement. Et puis le deuxième, c'est autour du camp d'Auschwitz, du camp d'Émile. Alors pour répondre à monsieur, bon, alors, il y a des mémoires qui dominent plus les autres que d'autres. Alors c'est vrai que on commémore assez peu le débarquement en Afrique du Nord, mais comme le débarquement en Provence aussi, on a tendance à le laisser un peu de côté par rapport au débarquement de Normandie. Ça, c'est le problème du Midi, en règle générale. Je voulais simplement vous dire que sur les camps d'internement et les divers centres d'internement qui sont très très nombreux, par exemple dans la région, quand on a fait cet ouvrage-là, on a dénombré vraiment des dizaines, parce qu'il y a les grands centres comme les milles, mais autour des milles, vous avez des centres plus réduits qui s'appellent les groupes de travailleurs étrangers, qui sont répartis à peu près dans toute la région. Donc c'est rare qu'on ne trouve pas dans une ville de la région un GTE. Et il y a des travaux qui sont faits à l'heure actuelle. Alors, là aussi, ce travail historique, pour mettre à jour tous ces centres. Voilà, donc ça, c'est le problème de la mémoire et de l'histoire. Souvent, c'est l'histoire qui ravive la mémoire, et souvent, c'est la mémoire qui fait appel à l'histoire. Et c'est ce que nous avons eu avec l'amicale d'Auschwitz. Je rends hommage à Denise et à l'amicale des déportés d'Auschwitz, justement parce qu'ils ont fait appel à des historiens, non pas pour valoriser les historiens, mais pour faire un travail complémentaire. Et ce travail que nous avons fait, je crois, est très important parce qu'il a permis de conserver des témoignages, mais aussi d'ouvrir des analyses nouvelles sur ce qui s'était passé, en particulier ce que vous avez entendu aussi dans le témoignage de Denise, la collaboration, qui a été vraiment un fléau énorme et qui a aidé les Allemands à la fois à persécuter et à réprimer en France. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, alors, pour dire un mot sur le témoignage de Denise, bon, je crois que
tout témoignage à l'heure actuelle est extrêmement précieux et qu'il faut continuer tant que possible à diffuser, parce que la mémoire, on le sait en tant qu'historien, c'est quelque chose qui est volatile, hein, qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc il faut continuer. Et elle vous a parlé de son rapatriement. C'est que beaucoup de rapatriés ont été rapatriés par Marseille, par Odessa et ensuite par voie maritime. Marseille est un grand centre de rapatriement par voie maritime, ce que pas grand monde ne sait. Et lorsque ce qu'on appelait les absents à cette époque, lorsque les absents reviennent, on les interroge. Ils parlaient des renseignements généraux, donc il y a des questionnaires qui sont faits. Et les fonctionnaires qui sont là sont des militaires qui listent tous les témoignages. Nous avons les archives, hein, de ce centre, et qui n'en croient pas leurs oreilles. Ils n'en croient pas leurs oreilles. C'est pas possible. Hein. Alors on voit comment, petit à petit, la vérité se fait jour. Mais petit à petit. Ensuite, au 10e témoignage sur Auschwitz, ils disent oui, peut-être. Sûrement, il va y avoir quelque chose, sinon il ne raconte pas d'histoire. Là. On voit combien l'incroyable, le récit que nous a fait Denise est absolument incroyable. Comment l'incroyable, finalement, est devenu quelque chose d'étayé, une vérité. Mais cette vérité, en tant qu'historien, je mets en garde, cette vérité est fragile. Hein, on a parlé des négationnistes. Il y a toujours des courants comme ça. Alors bon, on a intérêt à continuer à la fois à faire de l'histoire sur cette période et de la mémoire. Et tout n'a pas été fait au niveau historique encore. On a ouvert un mémorial des déportations, donc on continue à travailler en ce sens. Et il y a aussi le mémorial d'Émile qui fait un travail important, on vous l'a dit. Je vous invite à visiter ces deux sites. Merci beaucoup. Ici, une question. Oui. Je suis là. Gilles Tourelle. C'est la deuxième fois que je vous écoute, et toujours avec autant d'émotion. Dans une seule question, il y en a trois. Je ne sais pas si vous arriverez à répondre aux trois, mais c'est quand même assez important pour moi. Comment peut-on vivre heureux après avoir été traité comme des déchets? C'est la première des questions. Comment peut-on retrouver l'amour? Et peut-on continuer à croire en Dieu? Comment peut-on vivre après Auschwitz? D'abord, c'est vrai qu'il y a d'abord l'instinct de survie, et puis se dire, bon, on va être libéré, on va peut-être retrouver des membres de la famille. Et la deuxième question, c'était Retrouver l'amour. 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 Ouais, comment peut-on vivre heureux? Comme je le dis, il y a d'abord l'instinct de survie, et puis bon, si vous êtes rescapé parmi, je crois qu'il y a eu en France, parmi les déportés, à peu près 3% qui sont revenus des camps de concentration. Et puis, je pense que fallait parler aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu les négationnistes qui se sont montrés, c'est là que nous avons dit il faut créer quelque chose, créer une amicale, et puis aller parler, surtout parler aux jeunes. Et je pense que le contact avec les jeunes, qu'ils soient dans les collèges, les lycées, ou même à Sciences Po, où je vais au mois de janvier encore intervenir, je l'ai fait il y a 2 ans. Bon, c'est très important pour nous. Je ne me souviens plus la deuxième. Croire en Dieu. Comment peut-on croire en Dieu encore? Croire en Dieu. Ça c'est difficile. C'est difficile parce que il y en a comme je répéterai Henriette qui, elle était pas religieuse mais très croyante, et que comme beaucoup qui ont été libérés, qui s'en sont sortis, disent c'est Dieu qui m'a sauvée.
Mais où était Dieu à Auschwitz? Je crois que même Elie Wiesel, qui était un grand écrivain et un fils de rabbin, l'a dit lui-même, où était Dieu à Auschwitz? Alors, il y en a qui ça confirmé dans leur foi, et puis il y en a d'autres qui se sont dit, c'est pas possible que des gens comme mes parents, qui étaient la bonté même, qui étaient l'amour même, et puis tous ceux, des milliers, des millions, qui ont été assassinés, exterminés, où était Dieu à Auschwitz? Alors chacun en pensera ce qu'il voudra, mais c'est une question qui se pose et qui revient souvent. Merci. Une demande de prise de parole, madame. Oui, Jean-Pierre Darietor. Madame, votre témoignage est très impressionnant et nous sommes, nous ne pouvons que vous rendre un immense hommage. Notamment pour ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous portez la parole auprès des jeunes. Vous parlez de sciences politiques, vous parlez auprès de tous les publics qui peuvent avoir été écartés de l'expression de la vérité. Parce que, comme le disait monsieur le professeur, il y a dans cet épisode des années 40, il y a un devoir de mémoire parce que le négationnisme existe et existe toujours aujourd'hui. Il prend des formes diverses que l'on qualifie autrement, mais c'est toujours la vérité qui dérange certains groupes et il faut la combattre. Donc soyez remerciés pour votre action. Oui, je voulais évoquer brièvement la mémoire d'un de mes amis qui est décédé l'an dernier. Il s'appelle Roland Serrazin. Roland Serrazin était orphelin. Il est né en 1940 et ses parents ont évidemment juifs et communistes n'ont pas pu échapper à la barbarie. Notamment sa maman. Sa maman était née en 1919 à Paris. Elle était alliée à la famille d'André Mauroy. Elle fait des études de chimie. Elle travaille dans des laboratoires, dans la recherche. Et sa double qualité, j'allais dire, de juive et de résistante et de communiste, l'a évidemment malheureusement précipitée dans la barbarie, puisque elle n'a eu droit qu'à un procès évidemment complètement bâclé, et elle a été par des chemins qui m'échappent un peu, mais elle a été internée après son arrestation à Hambourg et décapitée. Il y a une statue, non, ici, à Marseille, qui lui a eu en reconnaissance, non? Oui, alors son fils. Oui, alors elle s'appelle France Bloch Serrazin. Oui, je connais. Voilà. Donc vous la connaissez. Alors je voulais rendre hommage à sa mémoire et également dire que alors là c'est mon épouse qui s'est penchée sur la question. La question est la place des femmes résistantes, la place des femmes dans la résistance française, qui effectivement est tout à fait intéressante à étudier, à raconter, parce qu'elles n'ont pas la lumière qu'il devrait leur revenir, car souvent
elles ont œuvré à des tâches, j'allais dire, domestiques ou de renseignement, évidemment dans une grande clandestinité et une grande discrétion. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Vous avez parlé de Nuremberg, du procès de Nuremberg. Il y a quelques années, enfin je ne sais pas si c'était il y a 15 ans ou 20 ans, la magistrature française et marseillaise a voulu faire une représentation du procès de Nuremberg à Marseille, au tribunal de justice. Et on m'avait demandé de représenter le personnage de Marie-Claude de Vaillant-Couturier, qui a été une grande résistante et qui a témoigné sur la solution finale, puisqu'elle a vu beaucoup de ses camarades qui étaient des résistantes et des juives et qui ont été assassinés à Auschwitz et à Ravensbrück. Madame, je m'appelle Maude Besançon et je viens témoigner pour une amie qui est décédée et qui a été à Auschwitz, qui s'appelle Simone Bloch, et qui était dans un... Elle nous parlait toujours, on parlait justement de fraternité et d'aide, et elle était dans un ghetto avec des femmes avec qui elle a gardé le contact après quand elle est sortie, et qui tous les ans organisait des réunions des anciennes de son ghetto. Au fur et à mesure, ça disparaissait. Et elle venait dans toutes les régions, entre autres à Marseille, pour parler aux jeunes, de préférence aux jeunes. C'est comme ça donc, que j'ai fait la connaissance de tout son ghetto. Et témoigner, on leur posait des questions. Et moi, j'avais emmené mon fils ce soir-là. Et je sais que c'était quelque chose qui l'a marqué, d'entendre toute cette souffrance et à la fois tout cet amour qu'il y avait, qui ressortait dans ces témoignages de femmes. Et bon, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Et ce que je me dis maintenant, quand vous ne serez plus là, quand il n'y aura plus de témoignages de gens qui reviennent, enfin, qui sont revenus des camps de concentration, est-ce que la transmission pourra continuer? Voilà, c'est ça, c'était un peu mon inquiétude. Et en tout cas, merci pour ce que vous nous avez apporté ce soir. Oui, madame, il y a des institutions qui continueront maintenant. Il y a le mémorial des Milles, il y a le mémorial de la Shoah à Paris. Il y a quand même maintenant des institutions qui ont recueilli les témoignages, qui ont enregistré les témoignages. Moi, je sais qu'il y a 14 ans, mon témoignage a été enregistré à l'INA, à l'Institut national audiovisuel à Paris, et on le trouve sur Internet. On en trouve d'ailleurs, si vous cherchez à Denis Torres-Martin, vous allez trouver différents témoignages. Et donc, ça, c'est... On espère que ça a été fait pour être perpétué quand même. Et puis, il y a quand même aussi des institutions et des gens qui prennent le relais. Et là, je vous conseille d'aller voir le mémorial des Milles. À Marseille, il y a 2 ans, M. Godin avait inauguré le musée des déportations, qui est déjà quelque chose, ma foi, qui rappelle qu'à Marseille, il y a eu à peu près, je crois, 2600 personnes qui ont été arrêtées pour être déportées. Mais le plus, comment dirais-je, le plus illustré, le plus historique, c'est le mémorial des Milles. Alors je vous conseille, d'ailleurs vous avez le directeur qui est là, qui est présent, et qui pourra vous en dire un mot certainement. Voilà, alors c'est vrai que nous, on a essayé auprès des jeunes de trouver des relais, et c'est aussi, c'est quand même ce que nous avons trouvé quand même, des jeunes qui écoutent, qui pleurent pendant que vous parlez, qui viennent vous dire après,
Vous savez, moi, mon grand-père, il a été prisonnier de guerre. Moi, mon père, il était dans la résistance. Qui s'investissent eux aussi. Et puis, qui raconteront. On leur dit, vous le direz à vos parents, à vos enfants. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. J'avais fait un texte où je leur disais, si vous voulez, je vais vous le lire. Nous étions des damnés revêtus de guenilles. Il y avait des moments où l'espoir semblait vain, sachant depuis longtemps le corps de nos familles calciné par les flammes dans ces brûloirs humains. Qui peut dire pourquoi nous avons survécu parmi tous ces millions de juifs assassinés? Je pense que sans doute le sort nous fut échu pour être les témoins de ces noires années. Après ces années où ces visions nous hantent et où nos nuits toujours sont habitées d'horreur, nous étions résolus d'affronter l'épouvante pour un dernier hommage apporté à nos sœurs. Il nous aura fallu dominer notre crainte afin de retourner sur ces lieux exécrés. Dégazés, débrûlés, nous entendons les plaintes, des images défilent qu'on ne peut oublier. Avant que de partir pour l'ultime voyage, nous laissons ce message à ceux qui nous suivront. Ne laissez pas le monde s'engloutir en naufrage, ce serait pour nos morts une autre trahison. Apprenez à vos fils ce qu'est la tolérance, afin que l'autre aussi lui jouisse de sa vie, que même différent, il puisse avoir sa chance, ou bien ressurgiront les camps de Silésie. Tellement émouvant que je ne l'ai pas retrouvé. Et j'aurais voulu savoir si je pouvais vous l'envoyer. Oui, bien sûr. En témoignage de... Bien sûr, vous le remettez par la voie de la direction de cette séance-là. D'accord. Hein? Je vous remercie encore. On le fera parvenir sans problème. Deux interventions encore. Merci d'être concis, s'il vous plaît, parce que ça va être... Je vais être bref. Madame, je suis très très ému par votre témoignage. Je vais être bref. Nous avons une vague d'antisémitisme dans de nombreux quartiers de Marseille qui pousse beaucoup de juifs à partir. Ils ne peuvent plus rester. Et certains partent en Israël où ils sont plus en sécurité. Ils sont remplacés, je pense que c'est peut-être le mot qui convient, par une population qui veut imposer sa culture. Qu'en pensez-vous? Une population, ils seront quoi? J'ai pas compris. Que pensez-vous? Ils seront. Que pensez-vous, madame? Vu que nous avons cette vague d'antisémitisme, que beaucoup de juifs ne peuvent plus habiter dans certains quartiers. Ils seront passés. Ils seront remplacés par ceux qui veulent imposer leur culture. Et qui c'est qui veut imposer la culture? Dans les quartiers de Marseille. Dans les quartiers de c'est la Rose, ça dans toute la France. Beaucoup de juifs ne peuvent plus habiter dans certains quartiers. Ils sont obligés de partir, madame. Ils sont obligés de partir. Oui. Malheureusement, c'est le cas. Il faut se battre. Oui, mais c'est difficile, madame. Comment? C'est difficile, je pense. Qu'est-ce que nous avons fait, nous? Nous sommes battus aussi. Hein. Alors maintenant, il y a quand même des organisations comme le CRIF, comme le MRAP, il a un peu tourné son visage, il était surtout pro-juif et maintenant il représente toute catégorie de personnes. Mais il y a, à partir du moment où vous constatez certaines exactions près de chez vous, dans votre quartier, vous en avertissez le CRIF, le Conseil représentatif des Israélites de France. Je ne sais pas s'il est représenté aujourd'hui. Donc le CRIF qui est impasse Breteuil à Marseille. Et là, ils interviennent aussi bien journalistiquement que avec leur présence pour essayer de discuter avec ces gens-là. Voilà. Bonjour madame, monsieur Paya. Déjà merci pour votre témoignage qui est très émouvant et qui m'a fortement touché. Dans votre témoignage, vous parlez de l'ambiguïté qu'ont eu les Français durant cette période, avec d'une part votre frère qui était résistant et d'une autre part
les deux SS français qui sont venus, vos deux miliciens français qui sont venus vous récupérer. Ma question est donc la suivante. Vous êtes-vous senti trahi par la plupart des Français pendant cette période? Pas la plupart, mais une certaine catégorie de Français qui ont aussi sont beaucoup intervenus à cause de l'argent que ça rapportait. Parce que c'était 50 francs par tête de juif à l'époque. On n'était pas trahis parce que il faut, je l'ai dit tout à l'heure, en commençant mon intervention, il ne faut pas oublier les justes des nations qui sont intervenus au péril de leur vie pour sauvegarder, pour héberger, pour protéger. Et dans notre région, il y a eu 103 justes de dénombrés qui sont venus au secours des personnes qui étaient en danger. Voilà.